Ta position dans le futur dépend de ta vision dans le présent. Est-ce que tu le sais? La connaissance se déplacera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce débriefing délocalisé. Vous allez comprendre dans un moment pourquoi Kamoa Kakula, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que c'est le plus grand gisement de cuivre en Afrique centrale. C'est le 4e gisement de minerai dans le monde. Kamoa Kakula, objet de toutes les convoitises, se trouve en République démocratique du Congo, oui, précisément au Lualaba. Le Lualaba également qui renferme beaucoup de cobalt. Le cobalt, comme vous le savez, très recherché par les grosses firmes internationales qui fabriquent les téléphones. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas leur faire la pub. Vous l'avez compris, je suis en plein Lualaba, à Kolwezi, et en face de moi, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mins. Monsieur le gouverneur, bonjour. Vous avez été député national, élu en 2006, circonscription de Lubumbashi avant le démantèlement du Katanga, ministre de l'Intérieur, ministre des Relations avec le Parlement, PDG de Kisengi Manganese, PDG de Caravia Hotel. Vous avez été au conseil d'administration de la GECAMINE et membre du bureau politique du PPRD. Le Lualaba, est-ce que c'est vrai quand on dit que c'est la province la plus riche du Congo? Je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas préétablir une liste toute faite en classant les provinces selon la hauteur des richesses. Moi, je reste convaincu que toutes les provinces de la République sont potentiellement riches, mais que le Lualaba a plus de possibilités parce qu'il a été suffisamment exploré depuis le temps belge et les richesses ont été mises en évidence, essentiellement le minerai, cuivre et cobalt principalement. Donc, beaucoup de potentiel, hein, mais une population pauvre pendant très longtemps. C'est le grand défi. Le paradoxe est énorme entre l'immensité des richesses et la précarité dans la cité. Nous faisons des efforts depuis notre arrivée pour rapprocher ces creux. J'espère que nous allons y arriver. Il y a deux défis. Améliorer le vécu quotidien, résoudre les problèmes de chômage, bref, susciter l'épanouissement des communautés. Réaliser des ouvrages qui reflètent les richesses de la province. Nous n'avons que 2 ans. Nous avons créé une dynamique dans ce sens. Nous espérons que dans les 5, 7, 10 prochaines années, on pourra lire les effets de cet effort. Avant qu'on parle justement de Kamoa Kakula, du cobalt, du projet de route Solwezi en Zambie et Kolwezi, de l'électrification de l'axe d'Ilolo sur la route Likasi-Kolwezi, on va s'arrêter un peu sur les communautés. Quels sont les changements sociaux que vous avez apportés en 2 ans? Je crois que ce serait de la prétention que de croire qu'en 2 ans on peut apporter des grands changements. Ce qu'on a pu créer dans le chef de chacun de nos compatriotes, c'est l'espoir. L'espoir de constater enfin que le programme apportera des changements. On a visé l'amélioration des conditions sociales, l'éducation. On améliore les infrastructures hospitalières. Le grand hôpital de référence Mwangezi est en pleine mutation. Le grand complexe scolaire Réobora, ex-site de l'Athénée Royal, est en pleine transformation et modernisation. À l'intérieur, nous venons de commencer un ambitieux programme de réhabilitation et de modernisation des écoles de Lubudi, plus précisément à Mukabe Kasari. À Sandoa, la célèbre école qui forme les agronomes d'Ibias
est en pleine réhabilitation. L'école vétérinaire aussi, c'est un programme ambitieux. À Kapanga, nous sommes en train de doter l'ISP enfin de ces bâtiments. Et à Muchacha, 2 écoles sont en construction. Et nous allons aussi construire un guest house. Les commandes sont faites. Nous allons commencer avec des préfabriqués pour une capacité d'accueil de 20 appartements. Tout cela est à faire cette année. J'espère n'avoir pas oublié un territoire. Diolo, nous avons privilégié l'entrée. Nous allons asphalter 2 km à l'entrée parce qu'il faut éviter les contrastes. Quand on vient de l'Angola et qu'on entre au Congo, il ne faut pas qu'on croie que le Congo, le premier signe, c'est la souffrance. On voudrait améliorer cette infrastructure routière. À Kassaji, on doit aider à finaliser les travaux de construction des bâtiments de l'extension de l'université. Il y a autant de projets liés aux infrastructures, mais la meilleure stratégie que nous avons adoptée pour susciter l'épanouissement des communautés se trouve dans notre vision. Nous voulons bondir sur les effets de mine pour propulser les secteurs de l'agronomie, de l'agriculture et du tourisme. Et nous avons ciblé le territoire de l'Oumoudi qui a des merveilles touristiques pour, avec l'aide des entreprises minières, dans ce que nous avons appelé la mutualisation de la responsabilité sociétale. Nous voudrions créer déjà une structure d'accueil. Le chef de l'État et le gouvernement de la République ont un ambitieux programme d'asphalter la route de Ngouba à l'Oumoudi. On l'a fait déjà jusqu'à 13 km. Il y a eu des perturbations et je sais que cet effort va se poursuivre parce qu'il faudrait qu'une fois cette route faite, que le tourisme constitue un pilier de développement pour la province et pour la République. Alors, au niveau de l'agriculture, nous avons commencé un programme de distribution de semences et des engrais depuis 2 ans. Les effets sont très positifs. Aujourd'hui, quand vous circulez dans les dépôts, le maïs n'est plus à rechercher, les prix se sont stabilisés. Mais ce que nous voudrions faire avec les entreprises dans le cadre de la même mutualisation, c'est de financer dans chaque territoire un espace dans les cultures essentielles, maïs, manioc ou pommes de terre ou patates douces. Ça, c'est un programme que nous allons définir d'ici une semaine. Nous avons une grande réunion avec les délégués des différentes sociétés minières qui viennent justement pour rendre effectifs ces programmes de mutualisation. Vous n'avez pas parlé de l'Institut Mutoshi? L'Institut Mutoshi, c'est notre 2e chantier dans les chefs-lieux de la province, après le complexe royal Ewabora qui est totalement fini, qui n'attend que l'inauguration par le chef de l'État. Au Mutoshi, nous avons commencé avec la clôture, c'est 2 km de clôture, mais nous allons totalement réhabiliter cette école qui fut jadis le plus grand institut technique de l'Afrique centrale, qui est en délabrement, je comprends avec la situation de la Chigamine, mais j'ai décidé de le faire. Je ne voudrais pas parler de la bibliothèque qui est en construction et des 4 auditoires que nous allons construire pour l'université 2, l'ISTA 1 et l'ISTEM le dernier. Et ça, ce sont des projets en vue dans cette province et qui seront réalisés avant la fin de l'année. On va parler des mines maintenant. J'ai entendu parler du déguerpissement des habitants de Kasulu au profit des miniers chinois. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'ils ont été indemnisés, si c'est vrai? Vous savez, le secteur de mines commençait à ressembler à un espace de mafia. Et les coups fourrés sont fréquents. Et ce que nous faisons, c'est une réforme que nous estimons ambitieuse, mais qui va réussir dans le secteur de l'exploitation artisanale. Kasulu, c'est une cité résidentielle. Et je voudrais que vous puissiez visiter cette cité avant de rentrer à Kinshasa. Et vous constaterez que c'est une cité fortement peuplée. Mais nous avons constaté que dans un espace bien précis, tout le monde creusait dans sa parcelle pour avoir le cuivre et le cobalt. Et j'apprends d'ailleurs que c'est essentiellement le cobalt. Et vous connaissez la position du cobalt aujourd'hui sur le marché international. C'est devenu un site où tout le monde s'installait. Et il était difficile à ce moment-là de faire la distinction entre les maisons, les résidences et les carrières.
parce que les carrières, c'était dans des parcelles de compatriotes qui vivent dans cette cité. Et c'est là depuis 4, 5, 6 ans, donc bien avant notre arrivée. Et j'ai même appris, quand j'ai pris la décision de faire cette réforme, que c'était le site qui alimentait spécialement le comptoir de Moussompo, où il y a 200 comptoirs. C'est un site tenu par des négociants avec leurs partenaires chinois, libanais et autres. Mais personne ne s'est soucié des conditions dans lesquelles cette exploitation se faisait. Personne ne s'est soucié des conditions de vie des compatriotes sur ces sites. Personne ne s'est soucié des règles internationales qui sont prises en compte dans ces genres d'exploitation. Puisque c'est un site résidentiel, les enfants sont dans leur maison, donc il y a la présence des enfants sur le site. Et les femmes vulnérables, les femmes enceintes vivent dans leur maison et sont exposées aux effets néfastes de cette exploitation. Nous avons décidé d'isoler ce site et d'assainir. Pour isoler, il fallait absolument désintéresser les communautés vivant sur ces sites. Il fallait soit les relocaliser, c'est-à-dire les sortir pour les loger sur un autre site que nous avons choisi à plus ou moins 3 km de Kassulo. C'est le site de Samukinda que nous avons estimé sain, donc dont le sous-sol n'est pas minéralisé. Ce sont des estimations que nous avons eues de nos services, même s'il paraît, après vérification, que c'est aussi évident qu'il y ait du cobalt et du cuivre. Nous avons réussi à convaincre les communautés à adhérer au programme de délocalisation. Il y avait deux choix, l'indemnisation ou la relocalisation. L'indemnisation pour ceux qui avaient déjà, grâce aux recettes tirées de cette exploitation dans leur mini-carrière, qui avaient déjà réussi à construire ailleurs, et ils n'avaient plus besoin d'une nouvelle maison, ils avaient besoin d'argent. Et d'autres qui n'avaient pas de maison ailleurs avaient opté, et ils sont très peu nombreux, opté pour une nouvelle maison sur les sites de Samukinda. C'est ce que nous avons fait. Après des négociations, nous l'avons fait en impliquant tous les services, y compris la société civile, mais aussi Raobank, parce que nous avons tenu pour raison de traçabilité que toutes ces opérations se fassent à la banque. Et c'est Raobank qui a été choisi comme partenaire pour nous accompagner dans cet effort. Le coût était fort, autour de 4-5 millions de dollars. Il fallait construire un mur pour isoler totalement, physiquement. Pas à la manière de Trump pour exclure des communautés, mais pour éloigner davantage les enfants. Il fallait construire un mur, ça a un prix. Ces 2 carrés miniers, ça a un prix, c'est plus d'1 kilomètre de mur, ça a un prix. Et il fallait assainir totalement, c'est-à-dire faire une petite ouverture pour essayer d'éviter des galeries qui étaient à la base de plusieurs accidents. Avant cette réforme, chaque jour il y avait des morts. Et quand il y avait des morts, ce n'était ni les négociants, ni les acheteurs chinois ou libanais qui venaient enterrer, c'était la mairie ou le gouvernorat. Mais cette fois-ci, on a décidé d'avoir des partenaires sûrs qui devaient s'occuper aussi des cas d'accident. Mais l'objectif dans cette réforme, c'était de réduire ou d'annihiler totalement toute éventualité d'accident. Il fallait un partenaire pour prendre en charge ce coût. Et nous avons trouvé un partenaire et nous avons ajouté d'autres obligations. Les partenaires devaient être à même de financer toutes les opérations, mais aussi de participer à une action de développement dans la province. Et nous avons choisi une action qui intéressait 2 provinces, dans le cadre de ce qu'on appelle dans la Constitution la coopération interprovinciale. Et nous avons choisi un partenaire qui a accepté de nous aider à trouver les financements pour réhabiliter une route reliant 2 provinces, la province du Olomami et la province du Lualaba. Mais il y a aussi un obstacle, il y a le fleuve Congo passe par là, il y a un bac. Il nous fallait aussi, pour rendre facile la circulation des personnes et de leurs biens, remplacer ces bacs, l'enlever et jeter un pont. Environ 5 millions de dollars pour tous ces travaux, et le partenaire a adhéré au schéma, et sur cette base nous avons choisi CDM. C'est vrai, c'est une société chinoise qui est bien connue sur le marché international de cuivre et de cobalt que nous avons choisi en toute objectivité. Et aujourd'hui, 2 mois après,
Aucun accident n'a été enregistré. 2 mois après, avec les murs et la grosse barrière, aucun enfant ne se trouve sur le site. 2 mois après, aucune femme enceinte. Les travaux de découverture se poursuivent. Il y a 14 000 creuseurs qui sont là-dessus et le travail est allégé parce qu'après la découverture, le travail est réduit pratiquement au ramassage de minéraux qu'ils vendent directement à ce partenaire. Il a l'exclusivité. Mais ce que nous comptons faire aussi pour mieux encadrer ces creuseurs, c'est faire en sorte qu'ils déposent leurs produits et qu'ils touchent une fois par semaine leur argent. Et à la longue, on pourra passer à 2 fois par semaine, 2 fois par mois et peut-être 1 fois par mois. Nous voudrions créer la culture, sortir de la culture de prolétaires, la culture ménagère à la culture de salaire pour les aider à se faire, à avoir un programme de vie. Parce que si il est payé 1 fois par mois, c'est entre $600 et $1 200 selon les quantités qu'il dépose chaque jour. Ça peut permettre à CDM de trouver des partenaires pour construire une nouvelle cité de miniers. À ce moment-là, selon une convention qui sera établie, proposée et acceptée par les creuseurs eux-mêmes, ils pourront peut-être épargner $200 à $300 chaque mois et pourront avoir droit, accès à une maison, préparer l'avenir de ses enfants, avoir accédé à une mutualité, avoir accès aux soins médicaux. Nous avons ce souci d'améliorer les conditions de vie. Vous savez, l'exploitation artisanale chez nous, elle est légale et nous considérons que ce sont des emplois que nous créons, mais il faut donner la forme à cette occupation des jeunes. Il faut les rendre nobles de manière à ce que ces jeunes considèrent que la République a mis à leur disposition un emploi. Alors, toute cette intox autour du choix du partenaire chinois ou occidental ou européen, moi je souris parce que autour de nous, TFM, l'actionnaire majoritaire était américain, aujourd'hui l'actionnaire majoritaire est chinois. Ce n'est ni par une ordonnance du président Kabila, ni par un décret du premier ministre Tchibala. Du côté des Kamoa, vous avez vous-même parlé des Kamoa dans votre introduction, c'était essentiellement, la majorité était tenue par les Canadiens, aujourd'hui c'est chinois. Encore une fois, ce n'est ni par ordonnance, ni par arrêté du petit gouverneur que je suis. Donc, je crois que l'intox, on n'a que en faire. Ce qui compte pour nous, c'est le travail que nous faisons en toute conscience et le respect des règles internationales pour que les cobaltes de la région du Lualaba ne connaissent pas les préjudices comme à l'époque avec l'Est de la République, coltan de sang. Nous ne voudrions pas qu'un jour qu'on parle du cobalt de sang ou du cobalt d'enfant. Nous voulons assainir toutes les conditions. Je dois vous avouer qu'il y a quelques temps, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Nous faisons des efforts. Je ne dis pas qu'on est déjà arrivé au bout de nos efforts, mais il y a eu énormément de progrès et les gens de bonne foi qui visitent la province confirment qu'il y a eu des progrès. Cobalt d'enfant, Herman Cohen en a parlé dans un tweet. Il déconseille au géant Apple de ne pas acheter son cobalt au Lualaba. Selon lui, il y a des enfants dans les mines et une forte présence militaire. Et il a ajouté à la fin de son tweet que c'est de l'argent qui va dans les comptes privés du président Kabila. Ça, je cite son tweet, Herman Cohen. Je connais les noms et je connais le parcours depuis un certain temps. C'est de l'acharnement. Et je vous dis que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos efforts, mais tous ceux qui sont passés nous voir et qui sont animés de bonne foi ont constaté qu'il y a eu des progrès. On cherche Kabila partout. On cherche Kabila partout, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on l'aura, parce que c'est malhonnête. Il y a eu beaucoup d'efforts dans les structures d'encadrement, il faut les reconnaître. Les petites faiblesses ne manquent pas, mais je vous ai dit que nous avons l'objectif d'assainir totalement. C'est un processus. Où était Herman Cohen quand il y a eu un tableau plein d'irrégularités il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, mais depuis un certain temps nous faisons des efforts. Quand il y a des progrès, il faut rendre justice. À ce jour, y a-t-il des enfants ou pas dans les mines ou là-bas? Vous pouvez visiter les sites qui sont essentiellement cités
dans l'alimentation de dépôts établis à Moussompo et qui s'en fout. C'est essentiellement Tulizembe, c'est Kasulo. À Tulizembe, même vous en tant que journaliste, pour le simple fait d'être une femme, vous ne serez pas entrer. Ça, c'est la discipline instaurée par les creuseurs eux-mêmes. Et nous avons encore les cas des Tipuki. Les cas des Tipuki, à quelques mètres de là, on trouve des enfants, pas beaucoup, mais c'est un site privé qui échappe au contrôle de l'État. Nous avons invité le partenaire de la GICAMINE, c'est un homme d'affaires qui est établi à Kinshasa, et nous sommes pressés de mettre de l'ordre. C'est un processus qui arrivera à terme. Chaque fois qu'il y a des progrès, il faut rendre justice. Ne vous mettez pas dans les camps d'Herman Cohen. Lui confond le débat politique et les activités économiques. Il ne faudrait pas mêler Kabila dans tout. Kabila est président de la République, nous les représentons en province et nous assumons ce qui arrive en province. Kamoa Kakula, l'un des plus gros projets de cuivre dans le monde, il ouvre quand? Je crois qu'il faut poser la question aux responsables de Kamoa. Nous avons comme l'impression qu'ils traînent les pas, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Bon, je crois qu'ils tâtonnent aussi, parce qu'ils sont partis de Kamoa, mais là ils sont à Kakula, et Kakula Ouest, il y a 2 Kakula. Et tous sont des gisements importants, et chaque fois qu'ils découvrent un nouveau gisement, ils se rendent compte, après évaluation, que la teneur est plus forte. Donc il devient plus intéressant de commencer les travaux par le nouveau gisement. Alors s'ils ne tâtonnaient pas, à mon avis, la date de l'échéance d'ouverture serait déjà proche, mais comme ils tâtonnent tellement, c'est hypothétique. À ce jour, je ne sais pas vous dire quand ils vont ouvrir, et même quand vous posez des questions à eux-mêmes, ils ne sont pas très sûrs de la date d'ouverture. Mais je leur dis que la République démocratique du Congo a initié cette stratégie de partenariat de joint venture pour résorber le chômage. Nous avons beaucoup de jeunes qui attendent de l'emploi. Il ne faudrait pas que nos sites soient occupés par des gens qui tout d'un coup ne sont plus pressés de commencer des activités. Quel bénéfice pour les communautés, que ce soit les sites déjà ou en action ou les projets? Bon, je sais qu'il y a des taxes. Il y a des taxes qui sont gérées par la République, qui vont directement au trésor du gouvernement du pays. Mais il y a des taxes spécifiques pour la province. C'est essentiellement la taxe voirie, c'est la taxe sur les concentrés. Et pour nos amis de CDM, que moi j'appelle amis, même si sous d'autres cieux, pour des raisons que je ne maîtrise pas, on semble les diaboliser. Pour nous, ils travaillent en toute légalité et les conditions de travail sont régulières. Ce sont des partenaires. Nous avons en plus de ces 2 taxes, une nouvelle taxe. Ils payent des dividendes à la province, parce que nous qui gérons les EA, ils consentent de payer mensuellement une dividende importante qui nous permet d'investir. Madame, pour ceux qui sont arrivés il y a 3 ans dans cette province et qui arrivent il y a 1 année, il y a 6 mois, constate que chaque mois, il y a des changements au niveau de la province. En 2 ans, on ne peut pas prétendre avoir tout fait, mais la dynamique est créée. L'asphaltage des routes, l'eau potable, la desserte en électricité. Si vous posez la question à la SNEL, nous sommes des beaucoup dans plusieurs progrès qui ont été réalisés. Et sans condition, sans contrepartie. Nous les faisons parce que nous estimons que le chef de la province et la cité de Kassaj, ville de Kassaj, par texte, mais qui a encore le statut d'une cité, parce que l'effectivité n'y est pas encore. À Fungurume, nous avons beaucoup fait aussi. Et nous avons des projets énormes dans nos territoires. D'ici la fin de l'année, avant les élections, j'aurai l'obligation de faire un bilan pour soutenir la candidature de celui qui sera choisi pour, comme candidat président de la République représentant la majorité. J'avais une question sur ça, mais je la tais, je la poserai peut-être à la fin. Alors, quid du projet de la route Solwezi en Zambie et Kolwezi? Au niveau de la province, nous sommes prêts. Nous attendons que la République, le gouvernement de la République donne le gong. Nous, on est prêts. Il y a 7 entreprises qui attendent d'être sélectionnées parmi les 3. Parce que pour l'axe Kolwezi-Dilolo, nous avons opté pour une association de 3 entreprises pour aller vite. C'est 444 km auxquels il faut ajouter 34 km de la bretelle d'Ivouma Kisenge,
et 7 km Kassai-Gileu, SIGF, qui nous amène à 480 km. Une association de 3 entreprises avec 160 km pour chacune de ces entreprises. Nous sommes pressés de commencer et nous venons de demander au ministre des Infrastructures de nous autoriser de commencer avec le premier tronçon parce que l'exploitation artisanale au niveau des Gassolo depuis plusieurs années a fait que la route nationale sur une longueur d'1 kilomètre est totalement détruite en profondeur. Il faudrait que très rapidement nous puissions récupérer cette situation. On ne peut le faire qu'avec l'autorisation d'amorcer déjà le premier tronçon sur cet axe. Par rapport à Kolwezi, 132 km, les travaux ont déjà commencé par un concours de circonstances. Il y a une entreprise de cimenterie qui se réalise à Moussompo, à 8 km d'ici. C'est dans la périphérie de Kolwezi, mais les gisements se trouvent à Mushima, à 85 km d'ici. L'entreprise est en train d'ouvrir déjà vers Mushima. Et comme l'entreprise aura besoin d'importer les ingrédients, les papiers et autres, il faudra absolument, l'entreprise souhaiterait, pour réduire les niveaux de tracasserie, passer directement par la Zambie, ce qui va amener cette entreprise à ouvrir jusqu'à la frontière. Mais nous, on attend les goûts du gouvernement de la République. Ce sont des routes à compétence nationale, c'est géré par la République. Nous voudrions avoir l'autorisation de choisir une entreprise. Il y a 4 candidats pour cet axe. Et pour les 2 axes, c'est le système BOT que nous avons choisi. Donc les entreprises viennent avec leurs fonds, investissent. Et nous allons créer une concession avec le péage. Le remboursement se fera. L'expérience de Kasumbalesa encourage les entreprises à aller dans cette aventure. Donc, c'est en bonne voie. Je sais qu'à Kolwezi, tout le monde est pressé. Ça sera un plus pour l'économie et même pour l'occupation des jeunes. Mais nous devons respecter les étapes. Et plus pour l'économie, ça sera toujours la farine de maïs en provenance de Zambie et qui viendra ici par cette route Kolwezi, où on espère qu'il y aura de la farine produite à Kolwezi qui ira aussi en Zambie. Je vous ai parlé de nos ambitions dans le domaine de l'agriculture. Ça fait 2 saisons que nous avons financé presque totalement, mais ce n'est pas énorme. C'est 5000 hectares pour la campagne qui vient de s'écouler, 5000 hectares pour cette campagne. Nous avons intéressé les entreprises minières pour aller plus loin. Nous avons des ambitions pour chaque territoire. La réunion, c'est dans une semaine. Je ne voudrais pas déjà définir totalement les projets avant la réunion et l'avis des opérateurs miniers. Nous le ferons dans le cadre de cette mutualisation de la responsabilité sociétale. Et notre ambition, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et quand j'étais dernièrement à Indaba, j'ai intéressé le fermier de l'Afrique du Sud. Je suis parti de la petite sécheresse qui commence à conquérir Cape Town pour leur dire qu'il faut faire attention. Il faut peut-être anticiper. Nous avons énormément d'avantages et encore pour longtemps. C'est peut-être mieux de venir déjà chez nous. Les espaces sont énormes et de prendre le devant et d'anticiper. Peut-être que demain, c'est nous qui allons fournir la farine ou le maïs à cette région de l'Afrique qui est menacée par la sécheresse. Quand on parle de producteurs de maïs, vous l'avez dit, vous avez subventionné à Kolwezi, on voit qui, on parle de qui? C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas bien compris votre question. Et qui produit le maïs ici? Qui vend la farine de maïs ici? Les paysans dans nos territoires. Nous avons distribué directement les semences, nous avons donné tous ces intrants aux paysans, directement aux paysans, à travers les coopératives et parfois à travers les familles. Il y a eu une évaluation qui a été faite par le ministre de l'Agriculture. Nous attendons la 2e évaluation d'ici 3 mois pour voir s'il y a eu des progrès. Et nous avons aussi, dans un accord avec Afriland Bank, nous avons mis à la disposition de la banque 2 millions de dollars de fonds de garantie pour permettre aux coopératives et aux paysans d'accéder au microcrédit avec un taux d'intérêt faible, 1%. Malheureusement, les gens ont peur de prendre des crédits. Les pauvres mamans viennent demander à nos collaborateurs, il faut rembourser quand on prend. C'est une nouvelle culture. C'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle culture. Nous faisons des efforts, une nouvelle culture, nous faisons des efforts pour que les gens accèdent, et surtout les jeunes. Nous avons mis
promis 2 millions de dollars et jusque-là, il y a moins de 400 000 dollars qui ont été pris. Donc il y a encore de l'argent et nous sommes disposés à faire des efforts pour aller de l'avant. Mais il faut suffisamment de sensibilisation pour que les jeunes brisent la peur, qu'ils aient le courage de prendre, mais aussi la volonté de rembourser. Et je crois que de cette manière, le progrès va s'affermir dans ces secteurs. Nous sommes décidés. Moi-même, je suis un ancien agent de la Gécamine et je dois vous dire que j'ai comme l'impression que les mines ne favorisent pas l'épanouissement des communautés. Les mines permettent peut-être l'épanouissement de petites castes. C'est un constat qu'on a eu à faire, mais avec l'agriculture et le tourisme, je crois, en prenant l'expérience de ceux qui ont commencé avant et qui n'ont que ça comme vocation, j'ai comme l'impression que l'épanouissement des communautés est assuré. Alors justement, parlant des communautés, comment se passe la cohabitation entre elles? Jusque-là, très bien. Les tests, ce sont les appels. Les chokwe et les rondes. Les chokwe et les rondes. En toute convivialité. Vous n'avez qu'à voir, prendre pour miroir la cohabitation au sein de mon gouvernement. Les relations sont très bonnes. Au niveau de nos ministères, au niveau des cabinets, même chose. Et dans la cité, tous ces débats qu'il y a eu avant la décentralisation, j'avais l'habitude de les répéter au chef quand j'étais encore ministre de l'Intérieur. C'était de la manipulation. Nous vivons très bien. Il y a eu quelques tentatives, mais qui n'ont rien porté comme effet, parce que les gens se sont rendus compte que quand on construit une école, quand on modernise une école, ce n'est pas pour une communauté. Quand on réhabilite, qu'on modernise un hôpital, ce n'est pas pour une communauté. Et personne n'a su localiser un seul hôpital ou une seule école qu'un leader tribal a construit pour sa communauté et où les enfants étudient sans payer. Moi, je l'ai quand même fait à Kapanga, mais c'est pour une courte durée. J'ai construit une petite école d'alphabétisation pour les mamans, et les mamans, ils vont sans payer. Et ce n'est pas seulement pour les Lunda, mais toutes les communautés vivant à Kapanga fréquentent cette école. Qu'en est-il de la sécurité? Avec ce sol riche en minerais, on craint des foyers de tension, comme c'est le cas dans l'Est. Nous avons quelques défis. Mais je dois vous dire qu'il y a eu énormément de progrès. À notre arrivée, il y avait des crimes. Chaque soir, chaque matin, quand on se réveillait, on s'attendait à un rapport sur un certain nombre de crimes. Aujourd'hui, on respire. Il y a eu beaucoup d'efforts. Efforts conjugués avec la communauté de sécurité, avec les services, la justice. À travers certaines audiences foraines, on a réussi à faire peur aux bandits. Mais nous restons très lucides et debout, parce que vous avez raison. Toute cette publicité sur les cobaltes, les cuivres, provoque des flux migratoires que nous contrôlons difficilement. Il est vrai que l'article 30 de la Constitution permet à chaque Congolais de vivre partout. À bras ouverts, nous accueillons tous ceux qui viennent, mais il y en a qui viennent avec un très mauvais esprit. Si vous venez par route après Fungurume, et les soirs quand vous passez par là, vous vivez des traversées avec des sacs vides, retour avec des sacs pleins de minerais, volés dans la concession de TFM. Ça, c'est mauvais. Et ça, nous allons combattre en respectant les normes. C'est des familles qui viennent des espaces voisins de plusieurs provinces. J'ai eu l'occasion de faire un rapport au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chadari. Et je suis en train d'actualiser ces rapports que je vais adresser à l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut une grande réunion avec les gouverneurs des provinces concernées pour qu'on visite ces sites, qu'ils évaluent, qu'ils apprécient et que nous puissions prendre ensemble des décisions au niveau de nos provinces. Malheureusement, il est difficile de capitaliser des forces négatives. Les gens qui viennent pour piller les entreprises, ça constitue des forces négatives. Parce qu'en parlant avec les responsables de la MONUSCO, j'ai entendu un langage du genre pourquoi est-ce que vous n'en faites pas de force? Moi j'ai dit mais toutes nos provinces ont besoin de jeunesse. Il ne faut pas en déforcer quelques-unes pour qu'il y ait un trop plein dans d'autres. Et quand c'est trop plein et constitué des forces négatives,
ça devient un danger et ça peut constituer une pesanteur pour la province d'accueil. Et ça, nous voulons que ça soit clarifié. Je n'ai pas eu l'occasion de soulever la question lors de la conférence des gouverneurs. Les sujets étaient tout autres. Il ne fallait pas que ça apparaisse comme un point bénin, mais j'ai demandé au vice-premier ministre, et je vais le répéter à l'actuel vice-premier ministre, qu'il faut une grande conférence, et ici à Colosi, nous sommes prêts d'accueillir, d'abriter cette conférence, parce qu'il faut amener ces gouverneurs qu'ils aillent voir à Tenke, qu'ils aillent voir à Fungurume, et qu'ils aillent voir dans tout cet espace ce qui se développe. Peut-être qu'avec la sensibilisation, on peut obtenir que ces jeunes rentrent dans leur province pour participer à l'action de développement qui est aussi suscitée. J'ai beaucoup d'admiration pour ces camarades gouverneurs. Je sais qu'ils ont ces soucis et ils ont besoin de cette jeunesse pour soutenir l'élan de développement chez eux. Je pose ma dernière question. Comment vous arrivez à gérer les appels à manifester initiés par le CLC, les laïcs catholiques? On suit ça à la radio parce que ces appels n'ont aucun effet. Il n'y a personne qui fait attention à ça. Je suis moi-même un laïc catholique et je suis surpris par ces comportements. Je vois certains amis dans le mouvement, je souris parce que nous nous connaissons dans la sphère politique, nous connaissons des ambitions et des frustrations qu'il y a eu, mais l'Église ne doit pas être un lieu de défoulement. Et je condamne totalement les autorités de l'Église qui ont favorisé qu'un tel mouvement se fasse dans l'espace de l'Église catholique. Ici, chez nous, on ne connaît pas ce genre de choses. Et je dirais, comme le disent les jeunes de manière vulgaire, ces appels sont sans effet au Lualaba. Tout le Lualaba dans sa profondeur. Personne n'a l'intention d'aller dans la rue. Le processus électoral est clair, le calendrier électoral a été publié, le chef de l'État est tout à fait dans sa légitimité. Quand on lit les dispositions constitutionnelles, on s'étonne que sous d'autres cieux, qu'il y ait des agitations, et malheureusement qu'on déplore aussi des morts, malheureusement. Et de tous ces morts, personne des instigateurs ne se retrouve sur la liste des victimes. Personne. Même pas leurs enfants. C'est curieux. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans la phase de préparation des élections. Nous attendons ces élections et nous espérons que la majorité gagnera ces élections. Que Dieu vous entende. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, alors, à chacun ses croyances. Hein. Alors, je veux juste te dire ce qui s'est passé pour moi dimanche, un petit témoignage personnel. Pendant qu'à Kinshasa, quand il y a un appel à manifester, je reste terré chez moi, la peur au ventre. Ici, je suis sorti. On m'a dit non, ici tu peux sortir. Je suis sorti, je suis allé à l'église, je suis allé au marché. J'étais curieuse de savoir que la vie se déroule normalement à Colosi quand il y a des appels à manifester à des laïcs catholiques. Ce débriefing se termine ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing. Cette émission passera sur B1 effectivement, sur Télé 50 et éventuellement sur la RTNC aussi. Et ici nous sommes au gouvernorat du Lualaba. Vous avez remis en état ou construit ce gouvernorat? Nous avons remis en état, nous construisons. Nous construisons à 2 km d'ici l'hôtel du gouvernement qui aura 92 bureaux. C'est à 3 niveaux, assez vaste. Et c'est aussi ça la modernité. Au même moment que nous le faisons, nous construisons aussi les sièges du Parlement. Nous voudrions que d'ici 18 mois, ceux qui seront dans l'exécutif et dans le législatif demain soient dans des bureaux nouvellement construits dans l'élan de la décentralisation et du démembrement. Tout à votre honneur. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bye bye. Depuis le Lualaba à Colosi. Au revoir. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans le présent. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent.